Bonsoir, bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de ce 19h. La situation demeure toujours aussi confuse en Algérie. La prise d'otages sur le site gazier d'In Amenas se poursuit. Plus d'une centaine d'otages auraient été libérés. Les ravisseurs, quant à eux, exigent le retrait des troupes françaises au Mali. Au Mali, Oukona, ville clé au centre du pays, a été reprise aux islamistes par l'armée malienne avec l'aide de soldats français. Nouvel incident au Sénat. Cette fois-ci, c'est un texte sur la parité électorale qui a été retoqué par les sénateurs. Dans l'hémicycle, ce rejet a donné lieu à des échanges surréalistes. Et d'Algérie, les informations parviennent au compte-gouttes, mais une chose semble certaine pour l'heure, la prise d'otages sur le site gazier d'In Amenas se poursuit, et ce, malgré les assauts répétés de l'armée à l'encontre des membres du groupe islamiste. Les ravisseurs ont fait part de leurs revendications. Le point sur la situation avec Jérôme Rabier. 30e heure d'assaut sur le complexe minier de Tigantourine et toujours autant d'incertitudes sur le déroulement des opérations. Selon plusieurs sources, une centaine des 132 étrangers retenus en otage auraient été libérés et près de 600 travailleurs algériens du site seraient désormais hors de la base. Les premiers rescapés ont d'ailleurs déjà pu retrouver leurs familles dans la journée. Côté français, le sort et le nombre d'otages présents restent à cette heure incertains. Il y avait très peu de Français, par ailleurs, sur cette base particulièrement étendue. Nous avons des nouvelles de deux d'entre eux qui sont revenus. Pour ce qui concerne les deux autres, s'il y en avait deux autres, nous n'avons pas, à ce stade, plus d'informations. Il resterait une trentaine d'otages sur le site ainsi qu'une petite dizaine d'assaillants sur les 32 qui composaient le commando au départ, selon le quotidien algérien El Watan. Ils seraient désormais retranchés dans la salle des machines du complexe gazier. Concernant le nombre exact d'otages décédés, impossible pour l'heure d'avoir plus d'informations. Le décès de plusieurs otages est à déplorer. Nous n'en connaissons pas encore précisément le nombre, ni la nationalité. Encerclé par l'armée algérienne, le commando islamiste serait désormais prêt à négocier. Il exige la libération de deux détenus aux USA impliqués dans la préparation d'actes terroristes en échange de la libération d'otages. Une revendication rejetée à l'instant par les États-Unis qui ne négocieront pas avec les terroristes. Une situation confuse, on vient de le voir, et pour tenter d'établir la vérité sur cette prise d'otage, le parquet de Paris a ouvert aujourd'hui une enquête. Et nous sommes en ligne avec Faisal Metaoui, journaliste éditorialiste du quotidien El Watan, en direct d'Alger. Bonsoir. Bonsoir. Comment réagit la rue face à cette intervention qui se prolonge ? La rue réagit avec beaucoup d'interrogations. C'est un vendredi. La presse Paris aujourd'hui a fait état de ce qui s'est passé, mais il y avait quand même des interrogations d'ailleurs sur le choix de l'option militaire, le choix rapide, le refus de négociation, bien que l'Algérie a dès le départ dit qu'elle ne négocie pas avec les terroristes et que le ministre de la Communication a déclaré que l'Algérie ne cède pas au chantage, mais il y a quand même des interrogations sur la manière avec laquelle l'opération a été menée, l'opération militaire et l'assaut et l'occupation de la base de Vie, bien entendu. La population attend toujours des explications du gouvernement algérien et le gouvernement, on estime que la situation est toujours sensible puisque les ravisseurs sont toujours présents dans une unité de gaz. Ils ont menacé de faire exploser les installations, ils avaient même des bâtons de dynamite. Donc à l'heure actuelle, peut-être que tant que l'opération n'est pas totalement terminée, on n'aura pas d'explication précise sur ce qui s'est passé et sur le nombre réel d'otages tués et de ravisseurs, bien que le gouvernement a parlé de la mort de 18 ravisseurs. Alors justement, on attend un communiqué du gouvernement algérien ce soir. Savez-vous déjà quelle en sera la teneur ? Le gouvernement va d'abord expliquer, parce qu'il a une opinion internationale qui se pose des questions, notamment les gouvernements étrangers, des pays où il y a des otages qui ont fait des déclarations. On nous a dit que le Premier ministre Abdelmalek Salleh a pris déjà contact avec ses homologues dans plusieurs pays pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé, expliquer donc la démarche suivie par les autorités algériennes. Probablement qu'il y aurait effectivement un communiqué peut-être du ministère de la Défense ou du ministère de l'Intérieur pour d'abord déterminer la nature de ces ravisseurs, comment ils sont venus et comment ils sont arrivés dans une installation stratégique et sécurisée, pourquoi ils ont agi de la sorte et pourquoi aussi les revendications de ces ravisseurs semblent changer d'heure en heure et bien entendu l'opération elle-même, l'opération militaire elle-même pour savoir quel est le nombre des morts et surtout parmi les otages.
Merci Faisal Metaoui. Au Mali, petit à petit, les forces maliennes et françaises reprennent du terrain. Après la ville clé de Konna, c'est Diabali, à 400 km au nord de Bamako, qui viendrait d'être libérée des islamistes. Mais cette information est démentie par le ministère de la Défense en France. Nathalie Guilloire et Camilla Campusano. Des informations contradictoires autour de la reprise de Diabali. En milieu d'après-midi, 2 sources locales annonçaient le contrôle de la ville par les armées franco-maliennes. Des détails de cette opération ont même été transmis. Le maire de la ville déclarait cet après-midi que l'armée serait rentrée au sein de la ville suite à un raid aérien de l'aviation française. Mais le porte-parole du ministère de la Défense laisse entendre que Diabali n'a pas été encore reprise. En ce qui concerne Diabali, à ma connaissance, aucune action n'a été conduite dans ce secteur. Les groupes terroristes se sont effectivement imbriqués avec la population dans la localité de Diabali. Donc ceci étant un moyen effectivement de limiter nos frappes, puisque s'il y a des risques pour les populations civiles, c'est extrêmement contraignant et donc on ne tire pas. Ce qui est sûr pour le moment, c'est le contrôle de Konna hier. Cette ville prise par les islamistes le 10 janvier avait déclenché l'intervention française. C'est une agglomération clé située à 700 km de Bamako. Aucun détail sur cette intervention, car les observateurs indépendants n'ont pas accès à cette zone. La seule information vient d'un bref communiqué de l'armée malienne. Nous avons repris le contrôle total de la localité de Konna, après avoir fait subir de lourdes pertes à l'ennemi. Pour la première fois, des images d'une colonne de rebelles nous parviennent, filmées par un téléphone portable. Celle-ci date de 2012, on y voit des insurgés disposant d'armes lourdes, provenant vraisemblablement de Libye. En temps de crise, et alors que depuis plusieurs années, il y a une volonté politique de réduire les effectifs de l'armée et son budget, une question se pose. La France a-t-elle les moyens de mener seule une guerre au Mali? Combien coûte l'intervention armée? Élément de réponse avec Julie Hulin. Rafale, Mirage, troupes au sol, selon certains experts, la guerre au Mali pourrait coûter près de 400 000 € par jour à l'État français. Une somme prélevée sur le budget des opérations militaires extérieures, les OPEX. Pour 2013, ce budget est estimé à 630 millions d'euros, en nette baisse par rapport aux années précédentes en raison du retrait français d'Afghanistan. Mais les économies réalisées seront sans aucun doute effacées par une action militaire au Mali qui pourrait bien durer. Si le surcoût paraît inévitable, il ne devrait pas toucher le budget de la défense. Le gouvernement fera appel à la réserve de précaution, au risque à terme de déséquilibrer un budget déjà fragile. Ce risque potentiel existe. Encore une fois, au stade où nous en sommes, puis nous sommes à quelques jours de l'entrée en opération, on ne peut pas avoir une vision assez précise, mais on peut avoir quelques inquiétudes. Encore une fois, pas du financement au jour le jour, mais à terme, ceci peut mettre un peu en difficulté le budget de l'État qui est déjà placé sous l'angle de la rigueur. Autre conséquence financière, le conflit au Mali accélère l'usure du matériel et met en avant certaines insuffisances des armées françaises. Une situation qui devrait alimenter le débat sur le nouveau livre blanc de la défense, attendu en février. Cette intervention au Mali va d'abord, je ne dis pas améliorer, mais va changer la réflexion sur le livre blanc. C'est-à-dire qu'on va s'interroger beaucoup plus sur le rôle en Afrique que ce qu'on avait avant. N'oubliez pas qu'on avait commencé à fermer des bases en Afrique. Et là, compte tenu de ce qui s'est passé, peut-être qu'on va s'interroger sur peut-être une recomposition des bases en Afrique, sur d'autres choses. Donc il va y avoir également une réflexion stratégique qui sera obligatoirement impactée par ce qui se passe au Mali. Dans ces conditions, difficile d'imaginer que le futur budget de la défense puisse se transformer en variable d'ajustement. Et avec nous sur ce plateau pour en discuter, Robert Del Picchia, bonsoir, sénateur UMP des Français de l'étranger et vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Et Loïc Tribolas-Pierre, vous travaillez au Centre d'études et de prospective stratégique et vous êtes auteur d'un rapport, La défense sans phare. Tout d'abord, je voudrais avoir votre avis de spécialiste sur le reportage qu'on vient de voir. Est-ce qu'on a les moyens, est-ce que l'armée française a les moyens de mener seule cette guerre au Mali ? Alors, j'aimerais préciser, il est important que dans ce qui sera, et on l'espère, le futur livre blanc, s'il sort, qu'on soit amené à déterminer ce qui est fondamental, le format de nos armées. Il serait temps qu'on en finisse avec une sorte d'archéologie des crises et le fait qu'on pourrait tout faire. Budgétairement, nous savons qu'il nous faudra être désormais ingénieux. Nous savons, lorsqu'on y réfléchit sereinement, que nous serons amenés à intervenir beaucoup plus que par le passé
en Afrique. Mais là, sur cette intervention, est-ce que la France peut la mener seule pendant combien de temps? La France a la capacité de mener ce type d'opération, mais on ne le souhaite pas, car dans ce type de conflit, il est important de mobiliser la plupart des acteurs. Tout d'abord pour mutualiser les coûts, et puis il y a une question, je dirais, de répartition internationale, puisqu'on n'est pas sur un problème d'ordre domestique, on est sur un problème qui concerne l'ensemble d'une zone géographique. Robert Delbicqui, est-ce que vous pensez que cette intervention aura un impact dans le débat sur le futur livret blanc de la défense? Oui, mais je crois, moi je ne suis pas aussi pessimiste. Je crois que le livre blanc tient déjà compte, d'après ce que j'en sais, tient déjà compte de l'Afrique et de ces nouvelles opérations qui, vous avez raison, seraient susceptibles d'être menées dans les prochains temps. Pour ce qui est du coût, c'est vrai, mais il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que l'on veut agir ou pas agir? Si c'est pour envoyer des soldats mal équipés qui vont à la catastrophe, c'est le cas? C'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas, et ça ne sera pas le cas. Je crois que là, le gouvernement a pris tout ce qu'il fallait comme décision, et je dois dire que, tout à fait personnellement, mais je crois que beaucoup de mes collègues pensent la même chose, nous sommes pour. Il y a des risques, c'est vrai, mais il y a toujours des risques partout, et je crois qu'on n'avait pas le choix de toute façon. On se posait la question depuis quelques jours, faut-il lier l'intervention au Mali avec la prise d'otages en Algérie? On a un élément de réponse quand même ce soir avec les revendications des terroristes. Donc il faut lier ces deux événements? Alors je pense qu'il faut avoir la sérénité de dire les choses, et je rejoins parfaitement le sénateur. La France fait partie d'un des rares États européens à avoir un ensemble de défense construit avec des matériels et des personnels aguerris. Mais de ce point, il faut rappeler, nous avons des hommes qui sont à même de faire la guerre. Et vous avez pas mal d'États européens qui ont des matériaux, des matériels, mais qui n'ont pas cette combativité. Donc il faut souligner la préparation de nos forces et la qualité des matériels. Deuxième chose, en ce qui concerne le problème de ces otages qui s'est passé en Algérie. Je pense que c'est le début, je dirais, de commencement. N'oublions pas, dans cette action terroriste, ce sont des terrorismes. Vous avez 3 groupes islamiques, vous avez des Touaregs, vous avez des mercenaires, vous avez des ex-libyens. On n'est pas dans quelque chose de monolithique. Et en l'occurrence, le personnage qui a suscité cette prise d'otage était lui-même mis sur un banc de touche par Al-Qaïda, notamment version Maghreb, donc AQMI. Et il a souhaité faire du zèle. On risque d'avoir effectivement des expressions de zèle qui peuvent éclore un peu partout. Que ce soit au Mali... Oui. Oui, non, je voulais ajouter... moi, je ne suis pas sûr que ce soit directement lié. Disons qu'ils ont profité de l'occasion. Mais l'opération était préparée de longue date. Je vous rappelle que d'abord, ils voulaient prendre un autobus, et pas le site gazier. Ils voulaient prendre un autobus où il y avait des internationaux pour les prendre comme otages. Et c'était prévu depuis longtemps, c'était organisé. On ne mène pas une opération comme ça. Demandez à tous les militaires, ils vous diront que c'est impossible de mener une opération comme ça si elle n'est pas préparée de longue date. Donc, ils ont certainement profité de l'occasion. Quant au personnage et à tout ce qui l'entoure dans le désert, écoutez, ce sont les successeurs des pilleurs de caravanes et ils emploient la même méthode et avec une idéologie religieuse extrême et développée. La prise d'otage quand même en Algérie, est-ce que ce n'est pas le reflet de la djihadisation de la région? Alors, mais elle l'était déjà. Elle l'était déjà. Oui, mais, et là, je rejoins totalement le sénateur. N'oublions pas, il y a un phénomène idéologique islamique, mais vous avez ceux qui se servent de cette idéologie pour assurer leur business. N'oubliez pas que vous avez trafic d'argent, trafic de drogue et trafic d'armes. Et une situation politique qui est complètement nouvelle en Tunisie, en Libye, en Égypte. Oui, mais vous remarquerez avec nuance la position tout en nuance de la Tunisie, la position, je dirais, intéressante de l'Algérie qui a permis le survol notamment de son territoire par les Rafales. Vous remarquez notamment les prises de position des différents États africains qui commencent à dire il faudrait peut-être arrêter par rapport à cela. Donc je nuancerai un peu cela. Alors justement, que penser des réactions de la Tunisie, de l'Égypte, des pays de la région? Écoutez, je crois que les pays de la région observent pour l'instant. Il n'y a pas tellement de réactions. En tout cas, ils ne s'engagent pas tellement derrière les groupes de terroristes. Il n'y a aucune prise de... Enfin, à ma connaissance, je n'ai pas de connaissance de prise de position claire. En revanche, c'est un autre effet. C'est un effet de rendre international le conflit, en tout cas l'intérêt international, qu'il n'avait pas au début. Au début, la France y allait toute seule pour régler les problèmes, en aidant le Mali. Et pour l'instant, il n'y a encore que, hormis les troupes africaines, il n'y a que les troupes françaises. Oui, mais je ne pense pas, parce qu'il y a la demande ce soir
pour les otages américains, qui va impliquer les États-Unis d'une façon certainement plus que ceux qui ne le voulaient au départ. Je crois que ça commence. Il n'y a que l'Europe qui traîne encore un peu les pieds, mais je crois que ça devrait se faire. Alors, en ce sens, j'aimerais aller en complément. L'Europe a été à l'image de Madame Ashton. Et on se demande quel est le job de Madame Ashton. Elle est carrément illisible. Et là, il y a un problème très certainement de job, de personnalité et d'engagement. Par rapport à ceci, vous apercevrez, est-ce que l'Europe de la défense existe ? Pas Non, encore. elle n'existe pas encore. Mais vous apercevrez d'une chose, il suffit qu'un acteur soit déterminé, qu'il obtienne l'accord de la cohésion internationale, et notamment des Nations Unies, et vous verrez, au fur et à mesure, par grappe, eh bien, État par État, un certain nombre d'États européens qui apporteront leur obol et leur soutien. Regardez la Grande-Bretagne, regardez l'Allemagne, regardez la Belgique. Ça commence. Ça, c'est une des réponses qu'on peut espérer, Oui. qu'il faut apporter. Oui, il faut l'apporter. Il ne faut pas être trop optimiste non plus. L'Europe de la défense, elle ne va pas se faire tout de suite. C'est vrai que c'est une bonne occasion d'en parler et de la mettre au devant, mais elle ne se fera pas tout de suite parce que les intérêts sont tellement différents. Elle ne se fera que par des mesures contraignantes qui sont des coopérations industrielles dans l'économie de la défense, par peut-être un accord au sein de l'OTAN entre les pays européens, d'autant que les Américains veulent laisser les Européens se débrouiller, entre guillemets, en Europe. Donc il y a peut-être des moyens d'y arriver, mais pas tout de suite et pas comme ça, mais ça se fera. Pour l'instant, oui, on va nous aider, mais je ne pense pas qu'on voit des troupes européennes sur le terrain. Plutôt les troupes africaines qu'on devrait aider. Et en particulier, je crois qu'il faut faire confiance aux troupes tchadiennes. Dernière chose, sur la guerre de l'information, on a beaucoup d'informations contradictoires ce soir, que ce soit sur la guerre au Mali ou même sur la prise d'otages en Algérie. Est-ce que c'est quelque chose d'habituel dans ces cas-là? Bien sûr. Bien sûr. Alors, il faut souligner aussi, ne l'oubliez pas, ce qui s'est passé en Algérie va être bénéfique pour la France. On ne devrait pas le dire, mais ça impose une internationalisation. Les Américains vont se sentir impliqués. Bien sûr, l'Algérie se sentira impliquée, une partie de Maghreb va se sentir impliquée, une partie de l'Afrique aussi. C'est une erreur qui a été commise dans ce sens-là. Mais pour l'instant, l'aide et la coopération est logistique et non pas humaine. Étape par étape. Oui, mais elle va venir, parce que, un exemple très clair, on a besoin d'armements que nous n'avons pas, les fameux drones. Ben voilà. Absolument. Les Américains vont nous en livrer, certainement. Ils seront basés là-bas, ils serviront. Et peut-être que toutes ces discussions auront lieu également autour du livret blanc de la défense. Oui, ça, mais les drones seront dans le livret blanc. Exactement. C'est en ça, j'incite vos auditeurs à... Voilà, c'est la défense sans phare. Ça s'appelle une publicité en direct. Auteur, voilà. Très bien. Messieurs, merci d'être venus discuter de ce sujet d'actualité brûlante avec nous sur ce plateau. Les chiffres de la délinquance 2012 ont été dévoilés aujourd'hui. Premier constat, le nombre d'homicides est à la baisse alors que les cambriolages et les vols ont augmenté. L'occasion pour le ministre de l'Intérieur de réformer la manière dont sont comptabilisés les crimes et les délits. Objectif, plus de précision et plus de transparence. Les explications de Cécile Sixou. Opération vérité pour Manuel Valls. Avec son nouvel arsenal statistique, le ministre de l'Intérieur a un objectif, faire toute la transparence sur les chiffres de la délinquance. Je ne veux rien cacher, rien dissimuler. Et je le dis avec force et conviction, j'assume la réalité de la délinquance. C'est le seul moyen de la combattre efficacement. Pré-plainte sur Internet, comptabilisation des actes de cyberdélinquance. Au total, le ministre prévoit 14 nouveaux instruments au risque de faire gonfler les statistiques. Quand durant 3 ans, il y a environ 3000 faits constatés, tout à coup il y en a 7000, d'un coup et d'un seul, et que c'est l'année où il y a un nouvel outil statistique, on se dit que ce n'est pas une coïncidence, mais c'est bien la conséquence du nouvel outil. Le nouvel outil, du côté des syndicats de police, on le voit d'un bon œil. Ça fait plus de 20 ans que les chiffres sont manipulés selon des instructions ministérielles. Donc tout ce qui va dans le sens d'une plus grande transparence et d'outils qui analyseront automatiquement les faits en temps réel, eh bien ça permettra d'éviter tous ces trafics qui n'honorent personne. Ce nouveau thermomètre de la délinquance devrait entrer en vigueur début 2014. Merci à tous. Manuel Valls, qui était présent au Sénat lors d'une séance agitée, le gouvernement souhaitait instaurer un binôme homme-femme aux élections cantonales, mais les sénateurs communistes verts, centristes et de l'UMP en ont décidé autrement. C'est donc un texte de plus retoqué au Sénat à l'issue de débats surréalistes. Fabrice Cunet.
Au Sénat, l'année a commencé comme s'était terminée 2012 pour le gouvernement, par un camouflet. Son projet de binôme homme-femme aux élections cantonales est rejeté hier soir. Cet article 2 était pourtant la mesure phare du projet de loi. L'objectif à terme, des assemblées départementales composées pour moitié de femmes. Cet objectif n'a pas suffi à convaincre élus verts et communistes qui se sont abstenus. Nous avions un accord qui parlait de proportionnel et de parité. Il a entendu parité, il n'a pas entendu proportionnel. On voit très bien que deux candidats élus sur un même territoire vont être deux candidats de la même sensibilité politique. Donc de facto, cela va renforcer le bipartidisme. L'article 2 rejeté, la séance s'anime autour du redécoupage des cantons. Une conséquence directe de cet article 2, les sénateurs de l'opposition ironisent alors sur la logique de ces débats. On est maintenant dans un débat un peu surréaliste. Parce que, est-ce que c'est bien sérieux de voter sur l'article 3 où on divise les cantons par deux dans l'optique où justement on aurait voté l'article 2? Mais c'est du grand guignol. Maintenant, vous embarquez sur un canot de sauvetage. Demain, vous vous agripperez peut-être à la dernière bouée. Quel fiasco, mes chers collègues. Merci. De quoi agacer encore un peu plus le ministre de l'Intérieur. On ne peut pas avoir, monsieur le sénateur, le beurre, l'argent du beurre et le sourire du ministre en plus. Manuel Valls le sait, l'Assemblée nationale et sa majorité moins volatile auront le dernier mot sur le binôme paritaire. Mais ces épisodes répétés de fronde au sein de la majorité sénatoriale créent de plus en plus une fracture entre le gouvernement et la Haute Assemblée. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver les moments choisis de cette séance parlementaire hors du commun sur notre site internet publicsénat.fr. Comme chaque soir, nous avons posé une question aux internautes avec notre partenaire le nouvelobse.com. La loi doit-elle imposer la parité homme-femme dans chaque département? Et nous découvrons ensemble les résultats. Une majorité de votants ont répondu oui à 51%. Et nous accueillons, comme chaque vendredi, Tam Tranu, notre chroniqueuse parlementaire. Bonsoir Tam. Bonsoir Marie. 2013 ressemble à 2012 puisque le premier texte examiné cette année illustre une fois de plus la fragilité de la majorité. Et oui, la réforme électorale fait grincer bien des dents dans les rangs de la gauche. C'est, on l'a entendu, l'article 2 sur le binôme paritaire, la clé de voûte de ce texte qui cristallise les critiques. Alors pour rappel en un mot, cet article prévoit que les électeurs voteraient à la fois pour un homme et une femme présentés en binôme dans chaque canton lors des élections départementales. Alors les communistes et les écologistes se sont abstenus, non qu'ils refusent cette marche imposée vers la parité, mais parce qu'ils réclament l'introduction de la proportionnelle, un scrutin qui permettrait aux petits partis d'avoir leurs élus sans nécessairement avoir besoin de s'allier aux plus grands. Le résultat, c'est que cette abstention a entraîné le rejet de l'article, puisque bien sûr, dans l'opposition, on a voté contre, et on ne s'est pas abstenu de commentaires virils, pour ne pas dire macho, ce qui a entraîné la fureur de Laurence Rossignol, sénatrice socialiste, qui fut d'ailleurs secrétaire nationale aux droits des femmes. On l'écoute. Pardon ? Vous pouvez répéter un petit peu plus fort ce que vous venez de dire, monsieur le sénateur. Vous venez de dire, parce que des fois que ce ne serait pas au JDO, vous venez de dire à mon propos, pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana? Je souhaite que soit bien inscrit. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Sido. Et je crois que vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette Assemblée. Et oui, on est loin du ton courtois et du respect habituellement de mise dans l'hémicycle de la Haute Assemblée. C'est sûr, mais surtout, cet épisode sur le fond affaiblit le Sénat. On sait qu'en cas de désaccord, l'Assemblée nationale a le dernier mot, l'Assemblée ou le Parti socialiste a la majorité absolue. Effectivement, et c'est bien sur l'Assemblée que Manuel Valls compte désormais. Le ministre de l'Intérieur l'a signalé hier sans embâche aux sénateurs. C'est donnant, il ne voit pas pourquoi il répondrait aux questions. Que vous m'interpelliez de la manière la plus précise, vous me demandiez de vous répondre sur les questions liées au découpage, je ne le ferai pas. Permettez-moi de vous dire que je réserverai sur ce sujet-là d'abord mes réponses à l'Assemblée nationale et nous reviendrons sur ce sujet-là plus tard. Et oui, c'était l'ébullition dans l'hémicycle. Et alors que le tumulte envahit le palais du Luxembourg, la présidence reste aussi calme et discrète que d'habitude. Pas un commentaire. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Bel s'est expliqué sur cette ligne qu'il revendique. C'est un choix, une stratégie. Et c'est ce qu'il a expliqué lors de ses vœux mardi. Il y a ceux qui pensent que l'on pourrait conduire le Sénat à la baguette pour éviter ce qu'ils appellent des désordres et se substituer même
aux présidents de groupe. Je pense qu'ils connaissent mal la nature profonde du Sénat. Alors oui, je l'avoue, je continue à revendiquer une forme de simplicité dans la mission qui est la mienne aujourd'hui. Oui, le président du Sénat ne veut pas parler pour faire du bruit, ni mener le Sénat à la baguette. Reste que la rébellion est bien installée dans les rangs de la majorité. Merci, Tam. Consensus politique autour de l'intervention au Mali, le président du Sénat qui rêve pour 2013 d'une majorité apaisée ou encore l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne. Tout ce que vous avez manqué cette semaine est résumé par Nadia Belromari. Mardi, après une déclaration du gouvernement, le Sénat a débattu sans vote des enjeux de l'intervention armée au Mali, déclenchée 6 jours plus tôt. Tous les sénateurs soutiennent l'opération Serval. La France ne poursuit aucun intérêt particulier, autre que la sauvegarde d'un pays ami, et n'a pas d'autre but que la lutte contre le terrorisme. Nous ne pouvons pas laisser un nouvel Afghanistan apparaître au cœur de l'Afrique. Mais certains s'inquiètent des risques d'une telle opération. Sans être aux abonnés absents, nos partenaires européens manifestent peu d'empressement à se joindre à nous. Les risques, nous les connaissons. Risque d'enlisement, risque d'isolement. Enfin, risque pour la sécurité même de notre territoire si rapidement une solution politique ne vient pas se substituer au bruit des armes. Effectivement, selon les observateurs, ce conflit pourrait durer. Mardi, Jean-Pierre Bel a présenté ses vœux pour l'année 2013, l'occasion de faire un bilan de l'année écoulée qui a vu plusieurs textes phares du gouvernement rejetés. Les grands électeurs ont porté au Sénat une majorité de gauche. Cette majorité est diverse. Elle n'a pas aujourd'hui les contours exacts de la majorité gouvernementale. Pour autant, les majorités de rejet qui sont apparues ne sont ni cohérentes entre elles, ni durables, j'en reste persuadé. Du coup, le président du Sénat fait un vœu. Pour ma part, je souhaite que 2013 soit une année d'unité, de courage et de réussite pour la France. L'unité commence mal avec le rejet jeudi du scrutin paritaire. La Croatie deviendra le 1er juillet le 28e État membre de l'Union européenne. C'est mardi que le Sénat a adopté ce traité d'adhésion à l'Union européenne de la Croatie. Il est désormais entre les mains de François Hollande pour sa promulgation. L'Assemblée nationale l'ayant elle aussi adopté jeudi. Semaine chargée à venir avec mardi la délégation d'une trentaine de sénateurs à Berlin, conduite par Jean-Pierre Bel, pour commémorer le traité de l'Élysée, 50e anniversaire de la réconciliation franco-allemande. Et avant de se quitter, cette dernière information, on vient d'apprendre qu'un journaliste d'Al Jazeera est mort en Syrie un peu plus tôt dans la journée. C'est un photographe français, Yves Debé, qui a été abattu à Alep par un tireur embusqué. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, Parlement Hebdo avec Bruno Leroux. Bonne soirée sur Public Sénat. J'ai invité cette semaine Arnaud Le Parmentier et Alain Rodier. Arnaud Le Parmentier, éditorialiste au Monde, a écrit Ces Français fossoyeurs de l'euro. Alain Rodier, spécialiste du renseignement, ancien agent de renseignement lui-même, a écrit Les Triades, qui sont les mafias chinoises. Jean-Marie Colombani invite, ce soir à 23 h sur Public Sénat. Qu'est-ce qui pousse certains grands céréaliers français à acheter des terres en Ukraine ou en Roumanie? Quelles conséquences pour ces pays et que fait l'Europe? J'ai très peur de l'accaparement des terres en Europe. Pour faire quoi? Est-ce que c'est pour nourrir, avoir le souci de nourrir tout le monde? Je ne le pense pas. Main basse sur les terres, demain à 22 h sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.